Yvan, quand tu parles de modèle économique, tu utilises des notions de proposition de valeur et de ressources. Donc c'est des termes très économiques. Est-ce que tu pourrais les traduire en langage courant? Et pour commencer, par exemple, la proposition de valeur, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors du coup, ça me fait penser à quelque chose que tu dis, c'est des termes économiques. Moi, j'ai commencé par des études d'économie, j'étais enseignant-chercheur en économie au départ. En économie, vous avez une fonction d'offre et une fonction de demande. Donc en fait, la proposition de valeur, elle est très très simple. Vous produisez un bien ou un service et vous le vendez, point barre. Or, on s'est rendu compte que ça conduisait, cette façon d'approcher la notion de valeur, conduisait à ce qu'on appelle une myopie en marketing, marketing myopia, on appelle ça en anglais. Et l'évolution du marketing depuis 30 ans a permis de comprendre qu'on ne vend pas un bien en particulier ou un service, on propose quelque chose qui va répondre à un besoin ou à un désir. Alors, je vais prendre un exemple qui va parler aux plus anciens, peut-être pas aussi jeunes que toi, c'est donc l'exemple du Concorde. Alors pour les plus jeunes, le Concorde, c'est un avion supersonique français, ce qu'on appelait les fleurons de l'industrie française, qui vous emmenait à New York en 2 heures, je crois, puisqu'il faisait du 2000 et quelques kilomètres heure. Il allait bien au-delà du mur du son, en tout cas, pour un prix extrêmement élevé. Et ça, en gros, c'était un fiasco économique. Globalement, c'était déficitaire. Vraiment, c'est un bel exemple de marketing myopia, puisque l'idée, c'est de dire, nous, on a un super produit, c'était 3 fois plus rapide qu'un avion de ligne traditionnel, et c'était 10 fois plus cher. Alors pourquoi ça marchait pas? Parce que, en réalité, la plupart des clients n'achetaient pas un vol supersonique. La plupart des clients, c'était des gens qui avaient des très 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 hauts niveaux de revenus, pour qui gagner 3 heures, c'était super important. Alors évidemment, si quand vous achetez un vol en Concorde, vous achetez un truc sensationnel pour passer le mur du son, vous avez la proposition de valeur qui correspond à vos attentes. Mais si vous voulez gagner 3 heures, est-ce que c'est la bonne façon de répondre à la demande? Et aujourd'hui, on a compris que quand on achète un vol Paris-New York, par exemple, puisque c'était ça, on achète un moyen de transport, donc on répond à un besoin qui est d'aller de Paris à New York. Et pourquoi prendre le Concorde? En fait, non pas parce que ça vous apporte une valeur supplémentaire, mais parce qu'en fait, c'est le coût du transport qui est réduit en termes de durée. C'est-à-dire pour les gens pour qui la durée est extrêmement importante, sont prêts, pour eux, ça va réduire, si vous voulez, le coût global du transport. Mais pour faire quoi? A priori, pour travailler, voire pour se reposer. Donc aujourd'hui, on a compris qu'une meilleure façon de répondre à un coût beaucoup plus faible à cette attente, c'est de les faire travailler dans l'avion. Donc on leur propose des classes business plus, où ils peuvent dormir, travailler avec Internet, un ordinateur, bien manger, etc., etc. Et donc on se rend compte qu'on a répondu à la même valeur, en gros, gagner 3 heures de façon complètement différente et beaucoup plus rentable. Donc ce qu'on appelle la marketing myopia, c'est vraiment l'idée qu'on vend un produit ou qu'on vend un service, alors qu'en réalité, on doit répondre à un besoin ou à un désir. C'est pas forcément quelque chose que les ingénieurs trouvent chouette. On disait souvent que les Français étaient des très bons ingénieurs, mais des mauvais marketeurs jusqu'au XXIe siècle, parce qu'on avait des produits qu'on pouvait parfois, ou des services considérés comme intrinsèquement de grande qualité. Mais malheureusement, la logique de la concurrence fait que les gens sont prêts à mettre des moyens, de l'argent ou d'autres sources de rémunération possibles pour quelque chose qui leur apporte de la valeur, tout simplement, quoi. Donc dans un monde libéral et concurrentiel, ce qui fait qu'on va choisir votre offre, c'est qu'on va considérer, et donc c'est ça la notion de proposition de valeur, que les bénéfices nets liés à cette offre sont supérieurs au coût pour cette offre. Et donc on va raisonner dans l'ensemble de ce que produit de positif le fait d'aller vers cette offre, et l'ensemble de ce que coûte le fait d'aller vers cette offre. Par exemple, si vous allez acheter une baguette de pain, l'ensemble des bénéfices, c'est pas simplement à terme de manger de la baguette, c'est aussi peut-être que vous allez parler un peu avec le boulanger ou la boulangère qui est très sympathique, c'est peut-être que vous en profitez pour promener les chiens. Tout ça peut faire partie des bénéfices de l'achat. Si vous êtes par exemple une personne âgée, manquant de lien social, ça peut être, l'acte d'aller acheter du pain n'est pas forcément uniquement lié à la valeur fonctionnelle du pain. Mais à l'inverse, vous allez aussi, et même inconsciemment, tenir compte de tous les coûts qui sont engagés pour vous dans le fait d'acheter une baguette. Donc là, pour certaines personnes, le fait d'aller vers la boulangerie, c'est un moment de plaisir et donc une valeur positive, alors que pour d'autres, peut-être beaucoup plus serrés au niveau du temps, qui travaillent, etc., ça va devenir un coût. Donc ça veut dire, par exemple, qu'ils vont accepter de manger une baguette peut-être moins bonne, plus près de chez eux, parce que ça réduit le coût d'accès à cette valeur. Donc la proposition de valeur, c'est le solde, c'est la différence entre l'ensemble des bénéfices et l'ensemble des coûts associés à l'accès à une offre.
Et ce que aussi la psychologie et le marketing ont beaucoup travaillé depuis quelques années, c'est qu'en fait, une proposition de valeur a énormément de dimensions. C'est-à-dire qu'on peut trouver, j'ai commencé à parler de bien-être social, on peut trouver des choses aussi éthiques. Quand j'achète un produit issu du commerce équitable, c'est pas parce que je m'attends à ce qu'il soit meilleur au goût, c'est parce que je considère qu'on me propose une valeur éthique et que je suis prêt, moi, que je valorise cette dimension, que je suis donc prêt à donner de l'argent supplémentaire en l'occurrence, mais en tout cas, ou parfois du temps aussi pour aller vers un magasin qui est moins fonctionnel, qui est moins pratique, où ça va être plus loin de la caisse, etc. Mais en tout cas, je suis prêt à accepter des coûts supplémentaires pour cette valeur additionnelle. Donc il faut raisonner en termes de l'ensemble des bénéfices que génère une offre. Or, dans le cas de l'agriculture urbaine, elle est difficilement dissociable de termes qui sont plus souvent utilisés par les entrepreneurs de l'agriculture urbaine, qui sont les retombées positives, les bénéfices cachés, les services écosystémiques, etc. Ça, c'est à l'origine du raisonnement en termes de proposition de valeur. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument raisonner comme ça, je vous dis juste l'utilité de raisonner comme ça. C'est puisqu'il y a un bénéfice pour quelqu'un. Vous dites, voilà, il va y avoir un bénéfice écologique, il faut essayer de trouver qui soit est directement la cible de ce bénéfice, ou bien peut la représenter par exemple à travers les élus. Donc il faut essayer d'associer ce que va produire tout votre projet et qui va être touché par ces productions. Donc c'est la façon, si vous voulez, dans une économie de marché, dont je ne me réjouis pas qu'elle soit dominante, mais c'est comme ça, c'est la façon de dire, c'est peut-être parce qu'on a identifié que notre activité à ce genre de retombées sur telle ou telle partie prenante, qu'on va pouvoir aller voir cette partie prenante et dire, voyez, en fait, on vous propose cette valeur-là. Je vais prendre un exemple un peu différent qui me passe par la tête. Il y a Kevin Jean, je crois, c'est un chercheur en médecine qui travaille sur les retombées positives du vélo. On va dire, vous voyez bien, le problème du vélo, c'est que les gens n'ont pas forcément la motivation individuellement pour prendre leur vélo, alors que ça offre un bénéfice individuel et collectif extrêmement fort. Donc la seule partie prenante qu'on peut aller voir dans le cadre du développement des réseaux urbains de pistes cyclables, etc., c'est la mairie dans une ville, ou c'est au niveau aussi une politique nationale, c'est le gouvernement. Et leur dire, voilà, mon activité génère tant de bénéfices. Par exemple, il a fait des calculs en termes d'économie pour la sécurité sociale. C'est des rapports complètement fous. C'est-à-dire, si vous mettez 1 million dans des pistes cyclables, vous récupérez des centaines de millions. Je crois que c'est pas loin, ou au moins des dizaines de millions, mais je me demande si c'est pas des centaines de millions en termes de gains pour la sécurité sociale. Donc là, vous avez créé de la valeur pour qui? En fait, pour la communauté, à travers un bien commun qui est la sécurité sociale. Et la question qui se pose maintenant, qui je vais aller voir pour essayer d'obtenir quelque chose en échange, puisque mon activité produit ces bénéfices. Donc parfois, c'est assez facile. Si vous créez, par exemple, des aménités, un environnement sympa pour le voisinage, vous allez voir le voisinage. Et puis vous discutez avec eux de ce qui pourrait être fait. Est-ce qu'on peut avoir Alors évidemment, c'est jamais facile de quémander, mais c'est quand même l'état d'esprit, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de notre activité? Est-ce que vous voulez participer d'une manière ou d'une autre à la communication ou autre? J'ai identifié une cible qui trouve une valeur, ou en tout cas pour qui mon activité est génératrice de valeur, mais je vais voir cette cible et voir éventuellement comment je peux travailler avec elle, quoi. Donc c'est comme ça que ça se traduit dans le cas de l'agriculture urbaine, puisque encore une fois, la valeur que je crée à travers la production de mes fruits, légumes, éventuellement autres, etc., ne permet en général pas du tout de dégager des revenus permettant de lancer mon activité. Donc il faut bien, j'ai envie de dire, j'ai pas trop le choix, quoi. Il faut bien que tout ce que je fais par ailleurs, alors une des pistes très fréquemment utilisées, c'est évidemment d'aller vers la proposition de services qui utilise ce support matériel, de la ferme urbaine, etc., pour vendre d'autres bénéfices qui sont plus sociaux, qui sont plus dans le team building, qui sont plus managériaux, etc., etc. Mais souvent, ça vaut le coup d'aller encore au-delà de ça et de se dire, sur mon territoire, parce que c'est quand même en général plutôt sur le territoire qu'on joue, quels sont tous les acteurs qui voient un bénéfice dans le fait que j'existe. Et après, la notion de valeur perçue va nécessiter de faire le calcul entre les bénéfices et les coûts. Parce que par exemple, si vous faites du bruit ou si parfois il y a une odeur qui peut incommoder certains, etc., il faudra tenir compte du fait aussi des coûts générés sur les parties prenantes et sur les riverains, par exemple, etc., pour commencer à dialoguer avec ces cibles. Donc voilà comment se traduit la notion de proposition de valeur et de valeur perçue dans le cadre de l'agriculture urbaine. Une autre notion, c'était donc celle des ressources. Comment est-ce qu'on peut le traduire dans le langage courant? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les ressources? Donc il y a tout un courant économique très important en stratégie aujourd'hui qui s'appelle la théorie des ressources, ou Resource-Based View en anglais. Comme par hasard, ça date de la même période. Donc là aussi, on passe d'une période où c'était souvent relativement trivial. Il fallait des outils de production, il fallait des travailleurs
qui sache faire marcher ses outils de production, surtout dans le cadre de la production de biens. Hein. Puis il fallait une force de vente, etc., etc. Et avec cette diversification du type d'activité susceptible d'être à la base de la création des entreprises, on s'est rendu compte qu'il fallait voir de manière beaucoup plus large les ressources qui sont à l'origine de la performance des entreprises et du succès des entreprises. En interne comme en externe, hein, si je prends un exemple qui n'est pas forcément super intuitif, mais qui parle bien à tous les managers, la qualité de la communication dans une entreprise, le don contre don dans une entreprise, c'est une ressource qui est extrêmement importante, on le sait avec le recul, hein, pour qu'une entreprise fonctionne, et dans une approche assez classique, on ne l'indique pas parmi la liste des ressources. Donc l'approche par les ressources consiste à essayer d'avoir là aussi un regard très large, un peu comme pour la proposition de valeur, sur tout ce qui peut constituer les bases nécessaires à la réalisation des activités qui me permettront de créer de la valeur. Donc Barney, qui est à l'origine de cette théorie, définit les ressources comme tous les actifs, capacités, processus organisationnels, attributs, informations, connaissances qui permettent à l'organisation de mettre en œuvre une stratégie. Donc il y a des ressources physiques, il y a des ressources financières, il y a des ressources humaines, des ressources matérielles et immatérielles, etc., etc. Réseau, réputation, marque. Certaines entreprises, une entreprise comme Nike, sa principale ressource, c'est la marque. C'est Nike, c'est la virgule. Sa principale ressource. Nike produit très peu. Pour Paris, la marque Paris est une ressource essentielle. On peut même, si on élargit un peu, d'ailleurs, en France, il y a 2 pays au monde où probablement les marques sont une ressource extrêmement importante, c'est les États-Unis et la France. La France sans les marques, ça serait une activité économique beaucoup plus faible, beaucoup plus faible. Alors évidemment, j'ai parlé de Paris et on pense au luxe et puis on pense surtout à la nourriture et surtout au vin et aux spiritueux. Sans Bordeaux, sans Bourgogne, etc. Ce sont des ressources très importantes pour l'économie. Donc l'idée de ressources, c'est ça. Dans le cadre de l'agriculture urbaine, ce qui est très intéressant, donc on a un article qui va sortir avec un certain nombre de collègues, Xavier Lecoq, Vanessa Varnier, Carole Lanzy et Anne-Cécile Daniel Eckert, qui est donc de la FOP, qui montre bien l'originalité du rôle des ressources dans le cas des modèles d'agriculture urbaine. Et en tout cas, la différence fondamentale entre les modèles d'agriculture ruraux et urbaine dans ce qui est le rapport aux ressources. Dans l'agriculture rurale, on va vous enseigner en cours d'économie, en lycée agricole ou en BTS agricole, qu'il faut telle ressource pour que ça puisse fonctionner. Voilà, vous faites du porc, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est relativement peu discutable, on va dire, même si ça mérite toujours d'être discuté. Si on vous donne un cours sur l'agriculture urbaine, je ne vois pas qui va être capable de vous dire il vous faut telle et telle ressource. À part de dire qu'il faut de la créativité, de l'esprit d'entrepreneuriat, de la capacité de management, de la capacité à dialoguer, à mobiliser des parties prenantes. Oui, donc là on est dans des compétences managériales. Mais vous voyez bien que d'un modèle, vous en connaissez plein, d'un projet à l'autre, les ressources mobilisées sont complètement différentes. Et c'est là encore une fois que l'approche par les business models est intéressante parce qu'on va vraiment questionner la nécessité ou pas de telle et telle ressource dans tel contexte. Et même, ce sont souvent les ressources qui vont être à l'origine de la proposition de valeur. C'est parce qu'on a ce type de ressources qu'on se dit, tiens, on pourrait faire ça. Et donc on retombe toujours sur l'idée circulaire. Hein. C'est des ressources et compétences, une proposition de valeur avec ses cibles, et puis des coûts et des revenus, et tout ça interagit, quoi, et tout ça se parle, quoi. Voilà un peu la notion de ressources telle qu'on l'entend dans les business models.